Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BAM TV. Pour ce nouvel épisode sur la diversité culturelle à Bruxelles, nous recevons 3 nouveaux invités qui nous parlent de leur parcours et de leur expérience du vivre ensemble. Monsieur Bilal Chouitard, Madame Kadidiatou Diallo et enfin Monsieur Jean-Yves Kitontou qui nous parlent de leur expérience du vivre ensemble et de leur parcours. Nous les écoutons tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, installez-vous. Monsieur Chouitard, merci de nous recevoir ici à la Maison des Marolles. Alors j'aimerais d'abord, pour vous introduire auprès des téléspectateurs, de nos auditeurs et de nos web téléspectateurs, que vous nous parliez un petit peu de vous d'abord. Présentez-vous. D'abord, bienvenue. Merci. Donc, je m'appelle Bilal Chouitard, je suis né dans les Marolles en 71. Je fais partie d'une famille de 6 enfants. Mes parents sont arrivés fin des années 64, pardon. Ma grande sœur est née en 66, donc mon papa est arrivé en 64. Moi, je suis né en 71. Voilà, donc un parcours, je dirais, d'enfant émigré un peu typique. Une primaire sans problème, des études secondaires un peu chaotiques. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler dans le quartier où je suis né. C'est vraiment pour moi une grande chance. Malgré que voilà, mon parcours m'a permis aussi de rencontrer et de sortir du quartier. Aujourd'hui, je vis dans le Brabant wallon, dans une petite maison ouvrière. Et voilà, et je côtoie comme ça 2 mondes très très différents. Le monde, je dirais, des Marolles, où le public est essentiellement d'origine maghrébine, mes origines à moi. Et alors le soir, quand je rentre à la maison, je suis plutôt dans un autre environnement, plutôt belgo-belge, de classe moyenne, je dirais un peu bourgeois comme ça. Et je trouve que c'est une très belle opportunité que j'ai dans mon parcours de vie. Je trouve que c'est un très chouette truc de pouvoir comme ça jongler, passer, j'appelle ça d'un monde à l'autre. Et justement, vous parlez de cette diversité, quelque chose, cette richesse que vous avez de côtoyer ces 2 mondes. Quelles sont les différences majeures que vous pouvez vraiment, vous avez remarquées entre ce monde que vous avez connu des Marolles et ce monde que vous connaissez aujourd'hui de vivre à l'extérieur de Bruxelles, de vivre en Brabant wallon avec une femme belge dans un environnement belgo-belge et apparemment vous n'avez pas de voisins issus de l'immigration. Comment est-ce que vous vivez ces deux mondes? Moi, je le vis très bien. J'ai vraiment fait la paix avec moi-même par rapport à ces questions-là. Ici dans le quartier, voilà, c'est un quartier populaire avec un mode de vie populaire. Tout le monde se connaît, tout le monde a un regard sur l'autre, a des choses à dire sur l'autre. C'est un public essentiellement arabo-musulman, donc il y a aussi toute la culture arabo-musulmane qui est présente avec tous ses côtés positifs, ses côtés négatifs. C'est vraiment mes racines, je me sens tout à fait à l'aise avec ça. En même temps, voilà, je pense que avec l'âge que j'ai et puis voilà, l'opportunité que j'ai eue d'aller voir autre chose ailleurs, j'ai découvert d'autres choses. Donc par rapport à l'autre monde, où là c'est vrai que c'est un monde avec des personnes plus âgées. C'est vrai que quand je vous parle de l'autre monde aujourd'hui, c'est des gens de mon âge et même souvent plus âgés que moi, où la culture a une place importante. Je pense à des activités qu'entre voisins on organise chez nous, le ciné-club où il y a des projections de films d'auteurs avec des discussions après autour d'un petit verre. Voilà, c'est 2 vies différentes qui pour moi m'alimentent et me nourrissent très très fort. Voilà, par rapport... c'est vrai que de l'autre côté, je dirais dans l'autre monde, ce qui me manque peut-être un peu, c'est cette vie au quotidien, les bonjours. Non, les gens se disent bonjour, mais on se connaît pas, chacun a sa petite maison. Quand on se croise, c'est parce qu'on se donne rendez-vous. C'est rarement quand on sort dans la rue qu'on se croise par hasard et qu'on prend le temps de discuter. C'est ce côté aussi très carré du monde occidental, je dirais, du monde moderne. Tout est super organisé, agenda tout le temps. Ici dans le quartier, tout est toujours improvisé, on se croise. Voilà, c'est aussi un peu, c'est aussi c'est culturel, je dirais aussi.
Et justement, avec des parents qui sont partis, qui ont quitté le pays, qui ont été un peu quelque part déracinés, et votre vie aujourd'hui, quelles sont les différences notables que vous pouvez noter, que vous avez remarquées dans votre éducation, par exemple, par rapport à comment la manière dont vous êtes éduqué et la manière dont, par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous éduquez vos enfants? Il y a un truc qui m'a toujours marqué chez mon père, c'était quand on passait devant un policier, on roulait en voiture, quand il voit la police, le mec il a absolument rien à se reprocher, mais il se dit, c'est le pouvoir, l'autorité. Ça c'est vraiment, et bon ça c'est, j'imagine, voilà. L'autre génération. C'est l'autre génération, c'est l'époque d'Hassan II au Maroc, c'est toute cette histoire-là aussi, j'imagine. Les grandes différences, c'est ça. Et puis, il y a un rappeur qui récemment parlait, il disait, on n'est plus des oui-oui. Nos parents ont été cette génération, oui monsieur, oui monsieur. Tu vois, oui monsieur, toujours oui monsieur. Nous, on n'est plus cette génération-là. Nous, des fois on le fait mal, certainement, mais on s'affirme et on veut être considéré d'égal à égal à l'autre, quoi. On veut plus être, le Mandai, quoi, voilà. Et dans votre maison de jeunes, vous ne recevez pas uniquement des enfants maghrébins, je suppose, parce qu'il y a quand même une grosse diversité ici dans les Marolles. Est-ce que vous recevez des enfants belges également, des enfants latinos, des enfants africains, d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne? Oui, donc essentiellement maghrébins et Afrique noire dans la maison de jeunes ici. C'est une maison de jeunes très locale, donc les jeunes qui viennent ici habitent en général entre 150 et 300 mètres de la maison. Et dans ce côté-ci des Marolles, il y a essentiellement des Maghrébins et des Subsahariens. Il y a peut-être 2 familles polonaises, 2 enfants polonais qui viennent à l'école de devoir. Mais c'est vraiment très, très, très communautaire et c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette vraiment beaucoup. Pourquoi? Pour l'ouverture. Moi, je dis toujours que c'est mon ouverture à l'autre qui m'a permis d'évoluer dans la vie. Et dans un quartier fermé, mais voilà, je veux dire, c'est pas le public qui est fermé, c'est les raisons socio-économiques qui font que on se retrouve dans un quartier avec essentiellement des Maghrébins, essentiellement des Africains, et donc voilà, ça aide pas à l'ouverture d'esprit, d'aller à la rencontre de l'autre, échanger avec l'autre. Quelles seraient selon vous les solutions pour pouvoir faire évoluer cette mentalité, pour pouvoir donner plus confiance aux jeunes? L'éducation, la culture, hein. Moi je reste persuadé, je dis toujours que, pour l'avoir vécu, quoi, amener des jeunes à vivre des expériences positives les valorise extrêmement bien. Et c'est quand on a confiance en soi, qu'on sent qu'on est quelqu'un, pas d'intéressant, mais qu'on est quelqu'un comme les autres, qu'on ose aller vers les autres, quoi. Quand on a le sentiment d'être inférieur à l'autre, ou bien différent de l'autre, on n'a pas spécialement envie d'aller vers l'autre. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant, on est en train de réfléchir sur un projet d'accompagnement à la parentalité, parce qu'on se rend compte que le monde évolue très vite et des parents qui arrivent comme ça de l'étranger, ou même encore des parents qui sont même nés en Belgique, mais qui ont évolué dans des communautés, on va dire, un peu fermées, se retrouvent face à des enfants qui aujourd'hui, eux, vont dans des bonnes écoles. Qui, en termes d'éducation, des fois, il y a des confrontations, quoi, de la mécompréhension. Et je pense qu'on a peut-être un rôle à jouer ici dans le fait d'avoir la confiance des parents. On a peut-être un rôle à jouer dans l'accompagnement pour expliquer, voilà, comment aujourd'hui ça se passe, quoi. Quand en Europe, c'est ce qu'on dit souvent, quoi, quand la situation autour de nous est difficile, on ferme les frontières, on préfère se renfermer, quoi. Quand la vie est facile et qu'elle est prospère, l'étranger pose moins de problèmes, je dirais. Même si les calculs et les pronostics disent encore aujourd'hui que l'Europe a besoin de main-d'œuvre étrangère, parce que l'Europe est très vieillissante, quoi. Comme on dit, la roue tourne. Exactement, ouais. Ça c'est... On le sent, je pense qu'on le sent. Bonjour Madame Diallo. Bonjour madame. Alors d'abord, je vous remercie de nous accueillir ici au siège du GAMS. Je vais d'abord vous demander de vous présenter. Qui est Khadijatou Diallo?
Donc, comme vous dites, je suis Madame Diallo Kadidiatou, je suis d'origine sénégalaise, mais je peux dire que je suis la femme du monde, parce que mes ancêtres, ce sont des nomades. Parce que mes ancêtres viennent de l'Égypte. Et donc, ils ont atterri en Guinée, de Guinée au Sénégal, de Sénégal à Bruxelles. Donc, rien que votre introduction déjà nous donne envie d'en savoir plus. Bon, vous n'êtes pas complètement inconnu dans le paysage belge et plus particulièrement dans le paysage bruxellois, puisque vous êtes la présidente du GAMS. Que signifie GAMS et que fait le GAMS? GAMS, c'est un groupement pour l'abolition des mutilations génitales féminines. GAMS a été créé en 1996, le 26 juin. Et donc, c'est lutte contre les mutilations et le mariage précoce, mariage forcé. Et pourquoi avoir choisi de mettre sur pied un tel organisme? J'ai eu un problème de gynécologie. Je suis allée voir mon médecin. Un médecin, et puis bon, c'est un jeune, et puis tout d'un coup, il me dit, tiens, il n'y a pas quelque chose qui vous manque? Déjà, j'ai un bagage très lourd avec un trauma, parce que j'étais mariée à l'âge de 12 ans, j'ai eu ma fille à 14 ans, et aussi du fait que j'étais mutilée à l'âge de 7 ans. Donc tout ce trauma qui est là, et la question comment il l'a posée, et la manière qu'il a... C'est comme si on vient de te rejeter encore dans un puits profond. Et je me dis, bon, ça veut dire que je suis quelqu'un encore différent. Mais au fur et à mesure de rencontrer des femmes combatives qui sont dans les associatifs, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous êtes mariée à 12 ans, vous avez un enfant à 14 ans. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe pour que vous passez du statut d'une jeune fille mariée de force avec un enfant à 14 ans à la jeune fille qui décide de faire des études en Europe, qui plus est en Belgique? Je connaissais mon cousin qui faisait des commerces entre la Belgique et le Sénégal, et il y avait ses amis qui venaient au Sénégal, et une des dames qui s'appelle Sonia, et qui venait faire passer ses vacances là-bas. C'était une bourgeoise, mais elle n'aime pas aller dans les hôtels, elle n'aime pas tout ce qui est luxe. Elle a envie de découvrir les gens, comment ils vivent dans les villages. Et donc, moi qui viens souvent au magasin, elle m'a dit, est-ce que tu peux me montrer comment les gens vivent ici? Je dis, si tu as envie de fourrer, de tourner dans les marchés où le poisson pue et tout ça, il me dit non, c'est pas ça que je veux. Les marchés ne m'intéressent pas, c'est les villages. Mais je lui dis, c'est loin, tu peux pas prendre des transports en commun pour faire ceci et cela. Elle me dit, je peux prendre la voiture, on peut y aller. Et comme ça, je lui ai fait découvrir les termitières, la vie des campagnes africaines, la brousse et tout ça. Elle aussi, elle dit, elle va vous montrer son pays. Et vous divorcez. Comment en arrivez-vous à ça? C'est long. D'accord. Ça, c'est long. Mon histoire est longue. Ça, on ne pourra pas le terminer. Donc, je veux dire, elle vous fait découvrir son pays aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, vous avez divorcé entre-temps. Moi, j'étais déjà divorcée. Je me débrouillais tout seul. D'accord. Et vous avez quel âge à ce moment-là? Je venais avoir mes 17 ans, 18 ans, mais c'est après mes 25 ans que je suis arrivée ici en Belgique. D'accord. Donc un parcours très riche. Oui. Dans votre livre, on peut le découvrir, qui s'appelle Mon jardin dévasté. Mon jardin dévasté. Il faut le chercher au collectif d'Alpha, à rue de Rome. Voilà, la publicité est faite. Collectif d'Alpha, Mon jardin dévasté, de Madame Kadidiatou Diallo. Vous arrivez en Belgique, vous avez 25 ans. Comment se passe l'arrivée en Belgique? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez dû faire face au niveau du logement, au niveau de l'emploi, au niveau de l'intégration? Le mot d'intégration, c'est un mot qui ne me plaît pas du tout. Pourquoi? Parce que si tu dis intégration, il fallait prouver que tu as fait quelque chose. Et ça, c'est quelque chose on peut faire des choses sans pouvoir le prouver. Parce que moi, je n'ai pas demandé d'asile. Je n'ai pas cherché de logement parce que j'étais bien logée. C'est cette dame. D'accord. Donc vous arrivez et vous commencez directement à travailler? Vous commencez directement des études? Non. J'ai fait 2 mois ici, je suis retournée et puis après je suis revenue. Et puis elle-même, elle a vu que je suis très débrouillard et tout ça. Elle me dit, il y a quelque chose qui te manque. Il faut te instruire. Et puis tu apprends vite. Et comme ça, elle m'a inscrit à Madou au cours de soir.
Grâce à votre parcours et votre expérience, vous avez rencontré plusieurs gens. Donc, vous savez ce que c'est pour vous. Pour vous, c'est quoi le vivre ensemble? Comment bien vivre ensemble? Vous côtoyez tellement de communautés différentes, que ce soit des Africains, que ce soit des Européens, que ce soit sans doute peut-être des Sud-Américains. Quel est le vivre ensemble, surtout à Bruxelles? Comment vous le définirez? Vivre ensemble, c'est d'abord de savoir l'autre qui est en face de toi, qui il est. Je vais te donner un exemple, un proverbe aussi que dit chez nous. Par exemple, on vit côte à côte nos deux cages. Et puis on est tous les deux qui a créé le village. Si ma cage prend feu et que tu ne viens pas m'aider, l'éteindre, la prochaine fois c'est ta cage qui va brûler. Et donc si je veux vivre ensemble avec quelqu'un, je dois d'abord savoir qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Quelle est ta culture? Et toi aussi tu vas faire la même chose, savoir qui je suis. Quelle est ma culture? On prend tous les deux la meilleure chose, on le met ensemble, on vit ensemble. Mais si tu arrives dans un village, tu trouves que tout le monde a un œil borne, ferme l'autre, toi aussi tu vas passer. Mais si tu arrives dans un village et que tous les autres ils ont des yeux ouverts et que tu as une borne, tu es différent. Apprendre à connaître l'autre, qui il est. Oui. Et si tu ne l'apprends pas, tu ne sauras jamais sur quoi tu es en train de passer. Mais aussi, les deux personnes que tu as trouvées là qui ont créé le village, si ces deux-là n'entendent pas, tu ne seras jamais bienvenu. Monsieur Kitantou, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de nous recevoir. Alors, je vais d'abord vous demander de vous présenter pour nos internautes. Alors moi, je m'appelle Jean-Yves Kitantou, donc j'ai 31 ans. J'habite ici à Bruxelles, donc plus précisément la commune de Molenbeek. Donc comme ça a été dit, donc j'ai été président des jeunes CDH de 2010 à fin 2013. J'ai également été candidat aux élections communales à Molenbeek, donc et depuis je suis mandataire dans ma commune. Où on travaille notamment avec notre chef de file Ahmed El Kanous, qui est député échevin dans la commune de Molenbeek. Et donc voilà, en quelques mots, je suis originaire du Congo. Alors, avant que nous parlions un petit peu de vos fonctions au sein du CDH, j'ai envie d'apprendre un petit peu à vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Êtes-vous né ici en Belgique? Êtes-vous né au Congo? Comment ça se passe? Et pourquoi Bruxelles? Et donc, je suis donc issu d'un, ce qu'on pourrait appeler un mariage mixte quelque part, puisqu'on peut aussi considérer qu'il y a de la mixité en Afrique, puisque mon père est originaire du Congo-Brazzaville, d'où je suis né, donc je suis né à Brazzaville, et ma mère est originaire donc du Congo-Kinshasa, donc elle vient plus précisément du petit village qu'on appelle le Nyoki, c'est dans le Bandundu, et donc c'est là où j'ai aussi beaucoup d'attaches. Et donc voilà, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 8 ans. Je suis arrivé en Belgique. Et donc j'ai fait plusieurs allers-retours entre la Belgique et l'Afrique. Je suis retourné vivre quelques années en Afrique, je suis revenu en Belgique, je suis encore retourné. Et je suis définitivement en Belgique, on va dire, depuis l'âge de 17 ans. À l'époque, on était à Liège, donc j'ai vécu quelques années à Liège, et puis j'ai fait mes études universitaires à Louvain-la-Neuve, et puis de là, donc on a déménagé à Bruxelles, donc on habite Bruxelles. Donc pourquoi la Belgique? Pourquoi vos parents, pourquoi vous avez choisi la Belgique? Ce n'était pas un choix qui m'appartenait, vu que c'est ma mère qui a décidé de venir vivre ici en Belgique. Pourquoi la Belgique? Simplement, voilà, étant congolaise d'origine, voilà, il y a peut-être certaines facilités à l'époque pour pouvoir plutôt venir en Belgique, et puis elle avait un projet de vie où elle aspirait en tout cas à pouvoir venir construire une partie de sa vie ici en Europe.
Et donc voilà, donc elle est vraiment arrivée comme beaucoup d'autres femmes. Hein, elle est arrivée un peu à la découverte d'un nouveau pays et elle s'est battue. Elle s'est vraiment beaucoup battue dans sa vie pour pouvoir faire sa place ici. Et donc voilà, donc c'est un peu ça qui nous a amené ici en Belgique. Et donc voilà, c'est un petit peu l'histoire. Et comment s'est fait le premier contact avec la population belge? Je suppose que quand vous êtes arrivé, on va dire il y a un petit peu presque 20 ans, moins de 20 ans en tout cas pour vous. Quelles ont été les relations? Comment vous avez abordé en fait votre intégration à la population belge? En fait, je crois que mon cas est assez particulier dans le sens où je suis arrivé tout d'abord très jeune, parce que j'avais 8 ans quand je suis arrivé. Et donc oui, enfin c'était effectivement un changement, mais à cet âge-là, on ne se pose pas beaucoup de questions. Et puis c'est un âge où on découvre un peu tout, on est un peu émerveillé par tout. Et donc quelque part, voilà, et puis j'ai eu la chance d'arriver quelque part. Je suis arrivé, c'était l'été, donc il faisait beau, il faisait chaud. Vous avez le côté donc ça me changeait pas trop de l'Afrique. Voilà. Et puis voilà, mais je crois que ça s'est fait très naturellement. Ça s'est vraiment fait très naturellement. Et puis je dois dire aussi qu'à un moment donné, je suis donc retourné en Afrique. Et je dirais peut-être même qu'en fait, le retour a été, enfin pas plus difficile, ce serait trop dire, mais ça m'a plus marqué parce que quand je suis retourné au départ, j'avais mon premier retour, j'avais 12 ans. Et donc là, ça m'a un peu plus marqué parce que comme je dis, à 8 ans, on s'habitue vite à l'endroit où on est. Et puis quand je suis retourné, là, j'ai senti, on va dire, une petite différence, mais ça c'est très vite revenu. Hein. J'ai très vite retrouvé mes racines et mes origines congolaises. Mais et donc voilà, c'est vrai que c'était plutôt ça qui a été le plus marquant. Donc le retour dans le pays d'origine est plus marquant que l'arrivée. Vraiment, parce que comme je disais, l'arrivée, à part le changement de cadre, en tout cas à cet âge-là, je n'ai pas de souvenir de quelque chose qui m'a marqué outre mesure, si ce n'est juste un changement de cadre. Voilà, mais à 12 ans, on est un peu plus conscient de ce qu'on vit et de la réalité. Donc, quand je suis retourné la première fois, là effectivement, j'ai senti le changement, mais ça s'est très vite fait. Et puis par après, quand j'ai vécu ce qu'on appelle la crise d'adolescence, le fait d'avoir fait cet aller-retour, je pense, a été extrêmement bénéfique aussi pour moi parce que ça m'a permis à un moment donné de pouvoir pleinement intégrer en fait ma double part de culture. Parce que justement, le fait d'y être retourné aussi, ça a été un peu, si je peux dire, comme une espèce de rappel, me disant ah ben tiens, mais voilà, mais tes origines sont là, ton histoire c'est ça, et quelque part, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense vraiment que c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, j'assume pleinement la double culture sans aucune honte, sans aucun conflit entre les deux. Et donc voilà, ça a vraiment été un élément. Pas déclencheur, mais je dirais plutôt stabilisateur, je pense. Et puis voilà. Et puis donc j'ai eu l'occasion après donc je suis donc retourné en Afrique. Ça c'est mon deuxième retour. Je suis retourné là donc et donc ça a été une période où retourner quelque part m'a un peu permis de pouvoir vraiment faire cette synthèse entre cette double culture et pouvoir vraiment me dire en fait ouais voilà, moi je suis ça en fait. Parce que quand je retourne la deuxième fois aussi, on ne retourne pas en étant simplement le Congolais qui rentre au Congo. Non, on est vu au départ comme on m'appelait le Belgicain. Mes amis m'appelaient le Belgicain ou le Belge. Et donc au départ quand je suis retourné, c'est quelque chose ça pas que ça m'énervait, mais ça me faisait sentir un peu comme si j'étais différent des autres, etc. Et puis au fur et à mesure, les choses se sont équilibrées dans ma tête, dans le sens où voilà, puisque c'est vraiment un âge où on se construit. Et donc le fait d'avoir pu vraiment maintenir le contact entre les deux et vivre vraiment et l'Afrique et la Belgique, ça fait qu'aujourd'hui voilà, je me sens vraiment totalement à l'aise par rapport à tout ça. Donc cette période-là a vraiment été cruciale par rapport à ça.
Et par rapport à l'école, je cache pas que c'était la période où j'étais le moins brillant à l'école, pour être honnête. Et donc, au Congo, on vous appelle le Belgicain, si j'ai bien suivi. Et en Belgique, on vous appelle comment? En Belgique, comment ça se passe avec vos amis belges? Ben, en me disant que c'était aussi un peu l'âge où, comment dire, des premières petites remarques, des premières petites blagues. Les Africains sont ceci, ben, tu vois, Des généralités, des stéréotypes. Voilà, des espèces de stéréotypes qui venaient. Donc à la fois, ces stéréotypes, moi, m'énervaient profondément. Et à la fois, quand j'étais là-bas, donc cette espèce du fait qu'on t'appelle le Belge, le Belgicain, etc., ça m'énervait aussi profondément parce que dans les deux cas, je me retrouvais pas. C'est-à-dire que je me considérais en Belgique comme totalement belge, comme totalement congolais. Je ne voyais pas vraiment de différence par rapport à ça. Et donc, effectivement, et je pense que c'est quelque chose aussi qui a contribué, enfin pas que, mais c'est un élément aussi qui a certainement contribué à comment dire, cette petite rébellion, on va dire ça comme ça, qui était un peu la mienne. Mais je pense que plus qu'une rébellion, c'est simplement une recherche de qui on est, de qui j'étais vraiment, simplement. Vous vivant à Molenbeek, congolais d'origine et chrétien, comment le vivre ensemble se passe avec les autres communautés? Ben, honnêtement, en tout cas, globalement, Molenbeek, ça se passe bien. C'est-à-dire que on a parfois une image un peu erronée. Enfin, il y a des cellules communes où il y a aussi des problèmes. C'est pas ça. Il faut pas passer à côté. Il faut pas le nier. Il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la rencontre, dans le dialogue et dans les échanges, c'est pas quelque chose comment dire, qui est conflictuel à la base. On n'est pas du tout dans ça. Je veux dire, on est plutôt dans une compréhension mutuelle, dans quelque chose d'extrêmement positif. Et il y a peu, en tout cas, personnellement, si je veux parler que de mon expérience personnelle, il y a peu de préjugés, il y a peu de frontières claires, établies, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que la commune de Molenbeek fait face à quand même une autre forme de défi qui pour moi est plus lié à la réalité socio-économique de la commune, parce que Molenbeek est vraiment une commune qui est coupée en deux. Il faut oser le dire. Il y a le haut de Molenbeek qui est plutôt classe moyenne, un peu plus aisée, etc. Et il y a le bas de Molenbeek qui est extrêmement populaire, qui est en grande majorité comment dire, de personnes d'origine maghrébine et aussi d'autres, parce qu'il n'y a pas que des personnes d'origine maghrébine dans le bas de Molenbeek. Et c'est une classe et c'est une sociologie beaucoup plus pauvre. Et je pense que l'un des réels enjeux de la commune de Molenbeek aussi dans les années à venir, c'est pouvoir aussi comment dire, rencontrer ce défi d'une meilleure cohésion sociale, si je peux dire ça comme ça, au sein de la commune. Ça c'est une réalité. Maintenant, par rapport à tout ce qui est convictionnel, etc., moi je pense qu'à partir du moment où chacun se respecte, ou à partir du moment où je respecte ta religion, tu respectes la mienne, que tu crois, que tu ne crois pas, que tu sois agnostique, juif, musulman, catholique, tout ce que tu veux, je pense que la base de tout c'est le respect. Il n'y a aucune religion qui prône la violence. Ça n'existe pas. Quelle que soit la religion, ça n'existe pas. Je veux dire, les religions sont porteuses d'un message de paix, de tolérance et je veux dire d'amour, même si c'est un peu fleur bleue, mais c'est la réalité. Et donc c'est là où je pense que le problème ne se situe pas dans les messages, mais c'est plus à un moment donné dans une manière de pouvoir les interpréter, les pratiquer, mais aussi chacun doit pouvoir aussi se dire tu n'as pas la même croyance que moi, mais je te respecte dans ta croyance et tu me respectes dans ma croyance. Et c'est comme ça. Mais à partir du moment où tu m'insultes dans ma croyance, voilà, je ne peux pas me sentir comment dire, je ne peux pas être en paix vis-à-vis de toi si tu m'insultes de ma croyance. Et donc, ceci est valable pour les juifs, pour les musulmans, pour les chrétiens, pour toute personne, pour tout être humain, je pense. Parce que les croyances et les religions sont aussi des éléments qui sont constitutifs de l'identité de chacun.
Ainsi se termine notre épisode sur le vivre ensemble. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur BAM TV.